لا إسرائيل كبرى ولا يحزنون. القدس أولا، فلسطين دولة من أول نضال تاع الجزائر وعلى أساس خلق الدولة الفلسطينية. شخصيا قلتها في الأمم المتحدة، قلتها في كل المناسبات، قلتها في اللقاءات الدولية في زياراتنا الرسمية وفي استقبالنا كسموه، ما فيش حل ما عدا الدولة الفلسطينية في حدودها 1967 والقدس شريف كعاصمة. قلنا كانوا الناس دايرين سخرية، قال عايشين في أوهام ورانا دخلنا في إسرائيل الكبرى ودخلنا في كذا. لا إسرائيل الكبرى ولا يحزنون. القدس أولا، فلسطين دولة احنا نظرنا من أنها أنتم تشفوا كصحفيين القمة العربية الأولى، القمة تاع 2022 اللي درنا عنها، كان هذا هو أساسها. كان على أساس أننا نعاود ننظم صفوف الفلسطينية باش نخرج منظمة التحرير الفلسطينية قوية، ما نخرجش بفصيلة ولا اثنين ولا فهذه ولا فهذه. منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد الفلسطينية. ما وصلناش للهدف، ما خلوناش. من بعد قلنا الأمم المتحدة، احنا اللي دخلنا قضية الجمعية العامة واللي صوتوا العام الماضي 143 دولة على أساس فلسطين كدولة كاملة الحقوق وعضوية كاملة العضوية في الأمم المتحدة. أنا حضرت مع السيد المحترم الأمين العام تاع الأمم المتحدة ومشينا فيها، كان فيه فيتو، مازال باقي هذا الفيتو هذا، ولكن اليوم الشيء اللي نتفائلوا فيه هو أن الأعضاء الدائمة بقى أنسوا الفيتو، 4 خلاص اعترفوا بها. إذن خطأت خطوات الدولة الفلسطينية وتكون إن شاء الله. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des mots qui pèsent lourd sur la scène internationale. Je parle des déclarations récentes du président algérien, Abdelmajid Tebboune, sur la question palestinienne. Une position, on peut le dire, affichée sans détour. Et ça n'a pas manqué de faire réagir. Absolument. Et ces propos qu'il a tenus devant la presse algérienne, bon, ils s'inscrivent dans une ligne historique bien connue pour l'Algérie, ça c'est clair, mais c'est vrai que le ton employé et puis le moment choisi, ça leur donne une résonance particulière. Il y a vraiment matière à décrypter la substance, mais aussi peut-être les non-dits et la portée stratégique derrière tout ça. Tout à fait. Notre objectif aujourd'hui est d'aller au cœur de cette position algérienne, essayer de comprendre pourquoi elle est qualifiée par certains observateurs, en tout cas, d'acte de courage. Et surtout, qu'est-ce que ça révèle des dynamiques diplomatiques actuelles qui sont, on le sait, très complexes au Moyen-Orient et même au-delà. Alors, entrons directement dans le vif. Quelle est l'affirmation centrale de ce discours ? Le message qui est vraiment martelé, c'est cette exigence presque absolue, un État palestinien, indépendant, souverain, viable, et ça à l'intérieur des frontières de 1967. Oui. Avec une précision qui est capitale, Jérusalem, Al-Quds al-Sharif, comme capitale. Pour le président Tebboune, en fait, c'est la seule voie. Il n'y en a pas d'autre. Il va même plus loin. J'ai noté une formule assez catégorique. Ni grand Israël, ni quoi que ce soit. C'est direct. Une fin de non-recevoir assez brutale, non? Oui, c'est une réaffirmation, disons, particulièrement vigoureuse d'une position de principe. Cette référence aux frontières de 67, c'est-à-dire les lignes d'avant la guerre des 6 jours, et puis Jérusalem-Est comme capitale, bon, ça c'est le fondement même de la solution à 2 États. La base historique, oui. Voilà, celle qui faisait, ou en tout cas qui fait encore un peu consensus au niveau international et que revendique l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Donc ce qui frappe, c'est moins la nouveauté, vous voyez,
que l'intensité du propos et ce rejet frontal du concept de grand Israël. Alors ce terme, d'ailleurs, ses contours sont assez flous, mais il est souvent utilisé par les critiques pour désigner une vision expansionniste. Qu'on prête à certains courants en Israël. Exactement. Certains courants politiques israéliens qui iraient au-delà des frontières reconnues internationalement. Et Tebboune insiste bien là-dessus. Pour Alger, ce n'est pas une posture de circonstance. Il la relie à l'histoire même de l'Algérie, à ses premiers combats. C'est une façon de dire que cette cause, elle fait partie de l'ADN politique algérien post-colonial. C'est tout à fait ça. En rappelant cette constance historique, défendue selon lui à l'ONU et dans toutes les rencontres internationales, il ancre vraiment cette position dans l'ADN diplomatique algérien. D'accord. C'est une manière, je pense, de souligner une fidélité à des principes, peut-être aussi en contraste avec d'autres acteurs régionaux dont les positions, elles, ont pu évoluer, au gré des conjonctures ou des pressions. Oui, on peut imaginer. Il y a là une affirmation de cohérence, c'est presque une revendication identitaire sur la scène internationale. Il y a aussi une pointe, j'ai trouvé, presque revancharde. Quand il évoque le fait que cette position algérienne, elle a pu être tournée en dérision par le passé. Qualifiée d'illusion, d'utopie, face à une réalité qui semblait aller inexorablement vers une consolidation, voire une expansion israélienne. Oui. Et là, c'est un peu comme s'il disait « Regardez, l'histoire nous donne raison. La question palestinienne est de retour au centre du jeu. » Il parle même d'optimisme, ce qui, franchement, peut surprendre vu le contexte actuel. Cet optimisme affiché, oui, c'est un point notable. Presque contre-intuitif, vous avez raison. Alors, d'où il le tire essentiellement de deux facteurs, si on l'écoute bien. D'une part, la vague récente de reconnaissance de l'État de Palestine. Plusieurs pays, notamment européens, ont franchi le pas. Ça, c'est une tendance diplomatique qu'on ne peut pas nier. Effectivement. Et ça isole la position inverse. Et d'autre part, et là il insiste vraiment lourdement, c'est le fait que la quasi-totalité des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU soutiendrait maintenant l'idée d'un État palestinien. Ah oui. À l'exception d'un seul membre, précise-t-il. Bon, l'allusion est transparente. Oui, on voit bien de qui il parle. Le veto américain qui bloque systématiquement l'admission pleine et entière de la Palestine comme État membre à l'ONU. Exactement. Et ça nous amène d'ailleurs directement au rôle de l'Algérie à l'ONU. Elle était particulièrement active en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Tebboune n'hésite pas à mettre ça en avant. Et l'initiative algérienne qui a mené au vote massif à l'Assemblée générale l'année dernière. 143 pays qui votent pour l'admission de la Palestine. C'est quand même un succès symbolique et politique fort. Indéniable sur le plan symbolique, oui, tout à fait. Ce vote, il a montré un isolement assez spectaculaire des positions israéliennes et américaines sur cette question précise, et il a vraiment révélé un consensus mondial écrasant. Mais voilà, la réelle politique onusienne, elle est souvent cruelle. L'Assemblée générale, elle recommande, mais c'est le Conseil de sécurité qui décide. C'est ça le problème. Et au Conseil, un seul veto et tout s'arrête. Le président algérien parle de pas franchi, de routouette. Il parle de progrès malgré tout. Il semble vouloir capitaliser sur cette dynamique majoritaire à l'Assemblée. Peut-être pour maintenir la pression, même s'il sait très bien que le verrou du Conseil, lui, il est toujours là. Il mentionne d'ailleurs ses échanges avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur ce point. Sans doute pour souligner que l'Algérie, elle pèse dans ces discussions. Mais est-ce que cet optimisme onusien, il n'est pas un peu... un peu forcé quand on voit la paralysie du Conseil, ces fameux pas franchis? Est-ce qu'il ne risque pas de rester juste symbolique, lettre morte? Est-ce que ce n'est pas surtout un discours à usage interne ou pour galvaniser le camp pro-palestinien? C'est une excellente question. Il y a probablement plusieurs lectures. Oui, afficher l'optimisme, ça peut être une stratégie, pour ne pas démobiliser, pour montrer que l'action diplomatique, même si elle se heurte à des obstacles énormes, elle n'est pas vaine. D'accord. Ça peut aussi servir à renforcer le statut de l'Algérie comme championne de la cause palestinienne. C'est un rôle qu'elle revendique historiquement. Et puis, il ne faut pas sous-estimer la portée psychologique, je pense. Face à une situation sur le terrain qui est souvent désespérante, mettre en avant les gains diplomatiques, même s'ils sont symboliques, ça peut avoir son importance. Oui, je comprends ça. Mais vous avez raison, l'écart entre ce soutien majoritaire à l'ONU et l'absence de progrès concret vers un État palestinien, cet écart reste béant, c'est évident. Et c'est là qu'intervient cette perception internationale dont on parlait. Les sources rapportent que des observateurs étrangers parlent de courage, de décision souveraine. Ce sont des mots forts quand même. Qu'est-ce que ça signifie exactement dans ce contexte? Courage par rapport à quoi ou à qui?
Ah, là on touche au cœur du sujet, je crois. Le terme courage, il est employé, semble-t-il, surtout en contraste avec une attitude qui est jugée plus timorée, plus prudente, voire même silencieuse, de la part d'autres capitales, notamment dans le monde arabe. C'est ça. La source mentionne explicitement certains dirigeants arabes qui n'osent même pas condamner les actions israéliennes. Alors, tenir des propos aussi tranchés, qualifier publiquement le Premier ministre israélien de criminel de guerre, rejeter aussi fermement l'idée de grand Israël, eh bien, c'est vu comme une rupture. Une rupture avec une certaine réelle politique régionale qui tendait plutôt ces dernières années à la normalisation ou en tout cas à une gestion très à minima du conflit. Donc cette décision souveraine, ça voudrait dire une indépendance vis-à-vis des pressions. Les pressions américaines, par exemple, ou peut-être celles de certains pays du Golfe qui, eux, ont choisi la voie des accords d'Abraham. C'est très probable. La souveraineté, ici, ça renvoie à une capacité présumée de l'Algérie à définir sa ligne diplomatique sans se laisser dicter sa conduite par des considérations d'alliance ou des intérêts économiques ou même des menaces implicites. C'est une posture qui rappelle un peu la tradition de non-alignement de l'Algérie, même si le contexte a beaucoup changé depuis. En se positionnant comme ça, Alger se distingue très nettement des pays qui sont engagés dans la normalisation avec Israël. Oui, clairement. Et elle réaffirme une ligne pan-arabe, plus classique, on pourrait dire, mais avec une véhémence qui est renouvelée. Ça lui donne une place à part, celle d'une voix critique, intransigeante, et ça peut trouver un écho important auprès des opinions publiques arabes et même au-delà. Mais cette posture de courage, de souveraineté, est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, une manière pour l'Algérie de jouer sa propre partition, pour renforcer son influence régionale face à des rivaux, on pense au Maroc par exemple? Est-ce que la cause palestinienne n'est pas aussi un levier de puissance diplomatique pour Alger? C'est toujours difficile de décorréler totalement la défense d'une cause, même si elle est sincère, des intérêts géopolitiques propres d'un État. C'est une question légitime. Il est évident que cette posture, elle renforce la visibilité et le prestige de l'Algérie sur la scène internationale et dans le monde arabe, surtout à un moment où les équilibres régionaux sont en pleine mutation. C'est vrai. Donc oui, ça peut être vu comme un instrument de soft power. Une façon d'affirmer son leadership moral, politique sur certains dossiers face à d'autres pôles d'influence régionaux. La défense intransigeante de la cause palestinienne, c'est historiquement un marqueur très fort de la politique étrangère algérienne. Et la réactiver avec cette intensité aujourd'hui, ça répond sans doute aussi à des objectifs stratégiques propres à Alger. Un autre point soulevé par Tebboune est assez intriguant. Il revient sur le sommet de la Ligue arabe qui avait été organisé à Alger en 2022. L'objectif affiché à l'époque était ambitieux. Réorganiser les rangs palestiniens, consolider l'OLP comme unique représentant légitime, bref, tenter de surmonter les divisions internes palestiniennes. Et là, il lâche une petite phrase, presque en passant pour constater l'échec de cette ambition. Ils ne nous ont pas laissé faire. La formule exacte rapportée serait « Koumachi Machalaounash ». Qui est ce « il » ? C'est la grande question. Ah oui, ça c'est la question à 1 million de dinars. Cette formule, elle est très ambiguë, c'est vrai. Et elle ouvre un champ d'interprétation assez large. Est-ce que « il », ça désigne les factions palestiniennes elles-mêmes, incapables de surmonter leur rivalité historique entre le Fatah et le Hamas principalement, malgré les efforts de médiation algériens? C'est une possibilité. Oui, c'en est une. L'Algérie a tenté à plusieurs reprises de réconcilier les frères ennemis palestiniens, mais sans succès durable. Ou bien est-ce que ce « il » désigne des acteurs externes, des puissances régionales, internationales, qui auraient peut-être vu d'un mauvais œil une réconciliation palestinienne sous l'égide algérienne et qui auraient œuvré en coulisses pour la faire échouer? C'est difficile à dire sans plus de précision de sa part. Mais le simple fait qu'il le mentionne, même comme ça, de façon allusive, c'est quand même une reconnaissance assez directe des limites de l'influence algérienne, non ? Malgré cette posture très forte, Alger n'a pas réussi à imposer l'unité aux Palestiniens eux-mêmes. C'est un aveu, oui, de la complexité extrême du dossier palestinien, y compris dans sa dimension interne. Ça montre que même un pays aussi engagé et qui dispose d'une certaine légitimité historique, comme l'Algérie, eh bien, il se heurte à la profondeur des divisions interpalestiniennes. Et peut-être aussi, comme on disait, à des jeux d'influence externe qui dépassent sa seule volonté. Réunifier les Palestiniens, c'est un défi colossal. Personne n'a réussi à le relever durablement jusqu'à présent. L'échec du sommet d'Alger sur ce point précis, c'est une illustration de cette difficulté persistante. Et c'est un obstacle majeur à toute avancée politique, bien sûr.
L'absence d'un interlocuteur palestinien qui soit unifié, incontesté, ça affaiblit considérablement la cause qu'Alger défend par ailleurs avec tant de vigueur. Bon, alors, essayons de rassembler un peu les pièces du puzzle. On a donc une Algérie qui réaffirme, avec beaucoup de force, une position historique sur la Palestine. Une position basée sur le droit international, les frontières de 1967. Elle mène une bataille diplomatique intense à l'ONU, elle obtient des succès symboliques, mais elle bute sur le veto au Conseil de sécurité. C'est ça. Elle affiche un optimisme volontariste, basé sur la reconnaissance croissante de l'État palestinien, et sa posture tranchée lui vaut cette image de courage et de souveraineté qui la distingue dans le paysage régional. Mais en même temps, elle admet à demi-mot son impuissance à unifier les acteurs palestiniens eux-mêmes. Comment on interprète l'ensemble ? L'interprétation globale, ça pourrait être celle d'une stratégie un peu à double détente, vous voyez. D'un côté, une affirmation très forte des principes, une dénonciation sans concession sur la scène internationale. Le but, maintenir la pression, isoler la position adverse et puis renforcer le statut de l'Algérie comme acteur incontournable sur ce dossier. Ça, c'est la dimension, disons, rhétorique et diplomatique. Là, Alger marque des points symboliques et se positionne clairement. D'accord. Et de l'autre côté ? Et de l'autre côté, une conscience aiguë des blocages réels. Qu'ils soient liés aux divisions palestiniennes internes, on vient d'en parler, ou aux rapports de force internationaux, le veto onusien, c'est le plus évident. L'Algérie semble jouer sur le registre de la conviction, de la mobilisation internationale, tout en sachant que les leviers d'action concrets pour vraiment changer la donne sur le terrain, eh bien, ils sont limités et complexes à manœuvrer. C'est une politique qui mise beaucoup sur le temps long et sur la force du droit, de la légitimité internationale, face à une situation de blocage qui, elle, est persistante. C'est donc une posture qui vise autant, finalement, à influencer le cours des événements qu'à affirmer une identité et un rang sur la scène internationale ? Exactement. Je pense qu'il y a une dimension de politique étrangère assez classique, défense des principes, recherche d'influence, positionnement par rapport aux autres acteurs. Et il y a aussi une dimension presque existentielle pour l'Algérie, liée à son histoire, à sa conception de la justice internationale. Les deux sont probablement indissociables dans ce cas précis. La question fondamentale qui reste posée, c'est celle de l'efficacité au fond. Est-ce que cette rhétorique forte, cette mobilisation diplomatique, est-ce qu'elles peuvent à terme infléchir les positions des acteurs clés ? Est-ce qu'elles peuvent ouvrir la voie à une solution politique réelle ? Ou est-ce qu'elles resteront principalement un marqueur de la singularité algérienne dans un paysage régional qui est en pleine recomposition ? Et cela nous amène à une dernière interrogation, peut-être pour conclure notre analyse. Au-delà de la force morale, de la cohérence historique d'une telle position, comment est-ce qu'on passe du verbe à l'acte ? Comment une posture diplomatique aussi intransigeante sur les principes peut-elle se traduire en influence concrète ? Une influence capable de débloquer une situation qui est paralysée depuis des décennies maintenant. Est-ce que la multiplication des déclarations fortes, ça suffit à modifier les calculs stratégiques des acteurs qui sont directement impliqués ou de ceux qui détiennent les clés au Conseil de sécurité ? C'est une question essentielle qui souligne le fossé souvent immense entre les déclarations d'intention, même les plus justes, et puis la complexité brute, parfois brutale, des réalités géopolitiques. C'est sans doute de quoi alimenter nos prochaines réflexions. Merci d'avoir été à l'écoute de cette exploration.